et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur la chaîne LP Hurel, qui est l'auteur de l'Académie du disque d'argent et plus récemment de Astranterre. Donc on va aborder beaucoup de choses, que ce soit au niveau de l'écriture et de tout ce qu'il peut y avoir autour. Merci de nous rejoindre aujourd'hui et bienvenue à toi. Merci à toi. C'est un plaisir de t'accueillir. Alors tu es assez présente sur Instagram, il y a certainement déjà pas mal de monde qui te connaissent via ce réseau. Mais alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux brièvement te présenter et nous dire comment tu en es venue à l'écriture? Bonjour à tous et merci Noémie de m'avoir invitée sur ta chaîne. Je suis ravie d'être là parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle LP Hurel, de mon nom d'auteur. En quelques mots, j'ai commencé l'écriture quand j'étais enfant, donc vers l'âge de 10 ans à peu près. J'avais une mère prof de français, du coup c'est vrai que j'ai été plongée dans la lecture très très tôt, dès le primaire. Et donc j'ai commencé à gribouiller mes petites histoires vers la fin du primaire et à écrire un roman complet quand j'avais 12 ans, au collège. Ok. Et après j'ai écrit quelques nouvelles, et puis j'ai arrêté en fait l'écriture vers l'âge de 15 ans. Enfin en gros à peu près, ça coïncidait avec mon entrée au lycée. Et pendant une petite dizaine d'années, on va dire, jusqu'à peut-être mes 25 ans, j'ai arrêté en fait d'écrire. Je me suis plutôt concentrée sur mes études, ma vie sociale, mon entrée dans l'âge adulte, tout ça. Et puis vers 25 ans, j'étais au Japon, j'avais mon premier boulot en finance après mes études. Et du coup, j'ai commencé à avoir un peu plus de temps pour me consacrer à mes passions. Et je suis revenue en fait tout naturellement vers l'écriture. C'était pas du tout quelque chose que j'avais prévu, mais je me suis replongée là-dedans en fait. Enfin, c'était vraiment un simple hobby au début, j'avais pas du tout l'intention de m'auto-éditer ou de publier ou quoi que ce soit. Ouais. Et ça s'est fait vraiment naturellement. D'accord, donc avec l'Académie du disque d'argent, c'est directement sur ce roman que tu es revenu. D'accord. Exactement, ouais. Ok. Bah écoute, puisque on parle de l'Académie du disque d'argent, donc moi j'ai lu ce roman que j'ai dévoré, j'ai vraiment beaucoup aimé. Celui-ci je ne l'ai pas encore lu, je l'ai reçu très récemment avec ta campagne Ulule. Moi ce qui m'a vraiment bluffé dans ce roman, c'est le travail de recherche que tu as dû faire avant de te lancer dans l'écriture. Ça se passe à notre époque, donc il faut que tout soit vraisemblable, il faut que tout soit plausible. Comment est-ce que tu as appréhendé en fait l'écriture de ce roman? Comment est-ce que tu as fait tout ce travail de recherche? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Merci déjà, je suis ravie que tu l'aies dévoré. En fait, pour être tout à fait honnête avec toi, au tout début, j'avais pas du tout l'intention d'écrire un roman. Alors, j'étais passionnée par la lecture, ce qui est un peu logique quand on est auteur. Par l'écriture, c'est revenu tout doucement, comme je te disais, vers mes 25 ans à peu près. Et surtout par l'espace. Et en fait, je dévorais, enfin il y a eu une période pendant plusieurs mois où je dévorais tous les documentaires sur l'espace. Et vraiment, mais je regardais tout ce que je pouvais trouver dessus, en français, en anglais. Je prenais plein de notes. Et je me suis retrouvée avec, je sais pas, 20-30 pages de notes sur ordinateur, sur plein de phénomènes dans l'espace, des choses... vraiment expliquées par des scientifiques. Et en fait, au début, comme ça me passionnait, j'avais envie d'écrire plutôt un livre de vulgarisation scientifique. D'accord, ok. Donc rien à voir. Sauf qu'en fait, j'ai pas du tout de formation scientifique. Enfin, je fais une école de commerce, un master de management. J'ai pas non plus de bac S, j'ai fait ES, donc du coup, j'ai pas du tout, je suis pas légitime, tu vois, pour écrire un livre de vulgarisation scientifique. En même temps, j'avais pas mal d'histoires dans la tête, et puis j'avais un peu cette idée d'école sur la Lune. J'étais en train de relire tous les Harry Potter. Et en fait, du coup, assez naturellement, je me suis dit, ce serait trop cool de faire une sorte d'école sur la Lune, un peu à la Poudlard spatiale, où les cours, au lieu que ce soit de la magie ou des trucs qui sont hyper sympas mais qui n'existent pas, qu'on glisse un peu des vraies infos en fait sur l'espace pour donner envie aux jeunes et aux moins jeunes, pourquoi pas, de s'intéresser à la question de l'espace, la vie terrestre, l'expansion de l'humanité dans le monde. Et donc en fait c'est vraiment parti de là. Et du coup c'est vrai que ça m'a posé pas mal de soucis parce que par rapport à mon travail aujourd'hui d'auteur, si tu veux, maintenant vraiment j'ai le plan, je sais comment développer mes personnages, je pense vraiment à mon intrigue, alors que là c'est tout le contraire. Je suis partie de mon envie de... Oui, c'est dans l'autre sens en fait, Voilà, et du coup en fait j'ai réfléchi à l'intrigue et au personnage au fur et à mesure, et je suis revenue plusieurs fois en arrière, j'ai complètement écrit mon début, supprimé des chapitres entiers. C'était un processus intéressant. D'accord, oui, c'est vrai que du coup, tu as fonctionné un petit peu dans l'autre sens. Alors, c'est vrai que moi, c'est marrant, je fonctionne un petit peu de la même façon. J'ai souvent un concept avant d'avoir l'intrigue, les personnages, etc. Et je viens greffer mes personnages, etc. En fait, dans ce concept que j'ai, en fait. Bon, c'est pas aussi poussé, parce que là, c'est vrai que, vraiment, je vous le conseille, c'est assez bluffant. Et c'est marrant que tu parles de Harry Potter, parce qu'il y a quelques petits clins d'œil. Et voilà, si vous aimez et l'espace et Harry Potter, n'hésitez pas. Et alors, pareil, c'est de la littérature jeunesse, young adulte, je sais
pas exactement. Moi, je l'ai adoré. Ma mère l'a lu, pareil, ça lui a pas du tout posé problème. Donc, faut pas que ce soit un frein. Si jamais vous voyez écrit jeunesse, c'est vraiment très très bien. Et ben merci pour toutes ces explications. Merci à toi. Alors avant de revenir un petit peu plus par la suite sur tout ce qui concerne l'écriture, on va parler maintenant de tes autres activités. Tu as lancé un site, une plateforme qui s'appelle Le Petit Romancier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous dire d'où t'est venue l'idée, pourquoi tu as décidé de te lancer, etc. Donc en fait moi je me suis préalablement auto-éditée l'année dernière, donc en janvier 2020. Si je dis pas de bêtises, avec Librinova. Oui. Bon, qui est une plateforme que beaucoup d'auteurs connaissent. Bon, il y en a beaucoup d'autres. Mon avis est partagé sur la question, c'est pas pour casser du sucre ou encenser Librinova, ni l'un ni l'autre. Mais effectivement, c'est vrai que c'est un petit peu cher, comme toutes les plateformes d'ailleurs, ils sont pas forcément plus chers que les autres. Du coup, j'ai commencé à chercher par moi-même des freelances, comme plein d'auteurs auto-édités, donc des illustrateurs en priorité. Je me suis un peu penchée sur la question des corrections, des traductions, et je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de site qui existe pour mettre en relation les auteurs avec des freelances de l'édition, ça n'existe tout simplement pas. Donc j'ai fouillé Google, j'ai demandé à des gens, et voilà. Alors il y avait des groupes Facebook ou des trucs un peu intermédiaires, assez sympas, qui permettaient quand même de rencontrer du monde, mais il n'y avait pas de plateforme formelle. Alors bien sûr, il y a des plateformes freelancers, etc., où on peut trouver des freelances, mais c'est pas dédié à l'édition, et c'est tellement large, et il y a tellement de tout que j'avais envie d'un truc vraiment plus pro, centré sur l'édition, pour accompagner les auteurs auto-édités, et même éventuellement les petites maisons d'édition qui fonctionnent beaucoup avec des freelances. Évidemment, c'est sûr qu'un groupe comme Gallimard, ils n'ont pas besoin, mais voilà. Je pense pas, non. Quoique, l'illustrateur qui a fait la couverture de l'Académie du disque d'argent a été démarché par Gallimard pour faire aussi des couvertures. Ah ouais ? J'ai appris ça il y a pas longtemps, donc comme quoi. Comme quoi. Donc voilà, donc en fait ça m'est venu vraiment de là, en fait, de ma propre expérience d'auteur. Du coup, mon copain est ingénieur, il est développeur web, donc on s'est dit que lui il allait développer la plateforme et que moi j'allais recueillir les besoins des auteurs et m'occuper plutôt de la partie communication et commerciale. Pendant le confinement, il a commencé à développer tout ça. En plus ça tombait bien parce qu'il était entre deux boulots, donc il a eu un mois de libre où il a pu se mettre à temps plein à fond sur le développement du Petit Romancier. Et on a lancé le site alors en août. J'ai pas fait beaucoup de communication, enfin un petit peu quand même, mais il y a eu quelques posts Instagram et en même temps avec la page Facebook, tu sais, parce qu'elles sont reliées. Mais bon, pas plus que ça, mais j'ai vu quand même tout de suite un très gros engouement et j'ai surtout senti un vrai besoin en fait. Je me suis dit, il y a quand même vraiment un besoin quoi. C'était pas juste une lubie. Alors le truc c'est que aujourd'hui la plateforme elle existe, on peut toujours trouver des freelances, il n'y a pas de souci. Les auteurs aussi peuvent créer leur page auteur, référencer leurs livres, donner aussi un seul lien s'ils le souhaitent pour leurs livres, s'ils sont dispo sur Amazon, Fnac et plein de sites et que c'est pénible sur leur profil Instagram ou Facebook de donner tous les liens d'un coup, ils peuvent donner le lien juste du Petit Romancier. Et après ça redispatche, Exactement. Alors voilà, à l'heure d'aujourd'hui, par contre, ça fait 3 mois, si tu veux, qu'on n'a pas beaucoup avancé sur le développement des fonctionnalités. Pour plein de raisons. Déjà, comme tu le sais, on y reviendra après, mais j'ai lancé ma maison d'édition. J'ai démissionné de mon travail en finance à Londres. Je me suis réinstallée en France. J'ai déménagé du coup de l'étranger pour la 2e fois en 3 ans. Du coup, j'ai eu plein de projets. Mon copain qui développait la plateforme, il a repris un nouveau boulot hyper prenant. Donc, on n'a pas pu avancer aussi vite que je l'aurais voulu sur le Petit Romancier. Mais l'idée, c'est que là, on s'y remette quand même cette année, qu'on développe les dernières fonctionnalités pour le rendre vraiment efficace, sympa, user-friendly, tout ça. Et surtout qu'on mette le paiement en ligne, parce que pour l'instant, c'est une simple mise en relation, donc voilà. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, on mette le paiement en ligne et qu'on vérifie le profil des freelances. Comme ça, c'est plus sûr pour sécuriser. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment l'objectif 2021. Et franchement, j'ai été contactée, mais même par des boîtes externes de communication qui ont dû voir un post Facebook. Ils m'ont proposé de faire des communiqués de presse, des trucs comme ça. Mais pour l'instant, j'ai refusé parce que je veux que... C'est pas fini. Voilà, tu vois, c'est pas fini. Pour l'instant, d'ailleurs, si tu vas dans les mentions légales, c'est encore un autre nom à nous. C'est une personne physique derrière le site. On n'est pas encore constitué en entreprise. L'idée, je pense, c'est qu'on le fasse cette année. Parce qu'à partir du moment où il y a de l'argent qui va entrer en jeu, il faut quand même que tu vois, ce soit pro derrière. Donc voilà. Mais il y a du pain sur la planche et je suis assez contente. Dans tous les cas, je vous mets le lien du Petit Romancier dans la description. Vous pouvez vous y inscrire, que ce soit en tant qu'auteur, en tant que freelance, les deux. Moi, je sais que je suis inscrite pour les deux. J'ai une page auteur et puis j'ai des services que je propose, beaucoup de rubriques dans lesquelles on peut s'inscrire.
c'est très bien fait et je vous conseille d'aller y faire un tour. Tu viens d'en faire mention, tu viens de lancer ta propre maison d'édition alors que tu étais de base auto-éditée. Donc déjà, est-ce que tu peux revenir rapidement sur pourquoi de base tu étais partie vers l'auto-édition, ce qui t'a amené à lancer ta maison d'édition, comment tu t'y es prise, éventuellement les obstacles auxquels tu as été confrontée durant tout ce processus, est-ce que ça a été facile de créer cette maison d'édition, quels sont les projets avec la maison, voilà. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus? Alors déjà au départ, je me suis lancée en auto-édition parce que je pense que comme beaucoup d'auteurs, je me sentais pas forcément légitime. Donc j'avais pas envie d'envoyer mon roman à plein de maisons d'édition et d'attendre des mois, d'essuyer échec sur échec. Et puis surtout, j'étais assez impatiente en fait. Donc j'avais pas envie d'attendre. Et au début, j'ai vu l'auto-édition comme un tremplin. Je me suis dit, mais je vais un peu tester mon roman, je vais voir si ça plaît, s'il y a un lectorat. Je me suis dit, voilà, si les commentaires sont affreux dès le début, que c'est genre l'angoisse, au moins je serais fixée, tu vois. J'ai commencé alors par Librinova à l'époque, puisque j'avais un petit peu peur de me lancer sur Amazon, je connaissais pas bien, l'idée de faire tout toute seule, c'était assez effrayant. Et puis en fait, très vite, comme tu le sais, j'ai arrêté Librinova parce que c'était quand même assez cher. Bon, ça n'apporte pas plus de visibilité qu'en auto-édition classique, je dirais même moins, parce qu'on n'est pas libre de faire ce qu'on veut sur Amazon. En fait, si tu veux, au bout de quelques mois, au début de l'été, je crois, 2020, j'ai tout arrêté sur Librinova et je me suis mise 100% sur Amazon. Donc effectivement, mon e-book, il était plus dispo sur la Fnac et les autres sites, les libraires et compagnie. Il n'était plus que sur Amazon, mais pour autant, mes ventes ont quand même largement augmenté depuis. D'accord. Je pense que le fait de pouvoir gérer directement ma page Amazon et d'avoir un impact sur le nom des catégories, sur tout, enfin ma stratégie, ma page produit surtout, ça a énormément changé. Donc je le regrette pas du tout. Et donc en fait, si tu veux, 2020, comme tout le monde, grosse année de remise en question, de réflexion, etc. J'étais confinée à Londres dans mon tout petit appartement, en train de bosser sur mes projets, avec ma boîte en finance, tout ça. Et finalement, la passion a commencé à prendre le pas petit à petit. Et de cette passion est née une envie de professionnalisation. Donc il y a eu le premier pas avec Amazon où je me suis lancée toute seule et j'ai commencé à mieux me former sur le marketing, tout ça, et puis en discutant surtout avec la communauté Bookstagram, les auteurs, etc. Si tu veux, il y a eu un peu un concours de circonstances. Mon copain lui a proposé un job, de retourner dans le sud de la France, et on en avait assez marre de Londres, et du coup j'ai discuté avec ma boîte. Et finalement, j'ai décidé de démissionner et de me consacrer à 100% à mes projets d'écriture et d'édition. Et comme je suis un peu hyperactive sur les bords avec le boulot, tu l'as vu donc l'année dernière, il y a eu mon premier roman, l'Académie, j'écrivais à Astranter en même temps, je travaillais dans mon boulot, en télétravail, j'ai lancé le petit romancier. J'adore en fait, si tu veux, faire plein de projets et je voulais pas faire que de l'écriture en fait. J'adore l'écriture, mais j'aime le côté entrepreneurial, j'aime le business, j'aime le commerce, j'aime tout ça, la prospection et tout. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas aller plus loin et lancer ma maison d'édition. J'adore lire, il y a déjà pas mal d'auto-édités que j'ai lues où je trouve qu'il y a des super belles choses, pourquoi pas en faire une passion en fait et proposer à ceux dont j'aime beaucoup le travail ou qui ont envie de me faire confiance et de m'envoyer leurs manuscrits, de les publier avec Explora. Si tu veux, j'ai un peu pris l'exemple de Jupiter Phaéton, même complètement en fait. J'ai trouvé que c'était génial ce qu'elle faisait, j'ai vu qu'elle s'était d'abord lancée en tant qu'auto-entrepreneur, en tant qu'auto-éditée, et puis qu'au bout d'un an ou deux, elle avait lancé sa propre structure, sa maison d'édition. J'ai beaucoup discuté avec elle, elle a été super sympa, elle m'a donné plein de conseils juridiques, techniques, tout quoi. Je me suis dit vas-y, je saute le pas, je vais monter ma ME, même si clairement j'aurais largement pu attendre un an, je suis pas encore assez rentable si tu veux pour forcément avoir l'obligation de monter une société, j'aurais très bien pu continuer en auto-entrepreneur, mais j'avais envie de sauter le pas, de prendre de l'avance et de monter ma société tout de suite. J'ai créé ma maison d'édition en SASU, donc c'est une société par action simplifiée unipersonnelle, et en fait j'ai été trop contente parce que j'ai reçu un super bon accueil assez rapidement sur Instagram. Déjà les gens ont été hyper encourageants, en plus il y en a beaucoup qui ont envoyé leurs manuscrits et j'ai pas pu tout lire du tout pour l'instant. Parce que j'ai reçu tout ça vers novembre-décembre et j'étais en plein déménagement, donc si jamais il y a des auteurs qui écoutent cette vidéo en même temps, qui ne s'inquiètent pas, je vais leur répondre le plus vite possible.
Et voilà, je suis hyper touchée que vous ayez décidé de faire confiance à Explora. Mais voilà, j'ai été très prise entre mon déménagement et les fêtes, et là je m'y remets et je vais commencer à lire et à donner des retours à tout le monde. J'ai aussi eu plusieurs auteurs, lecteurs qui ont accepté de faire partie du comité de lecture d'Explora. J'ai constitué une petite équipe avec une correctrice, une juriste, c'est des gens que j'ai rencontrés via Instagram. Je connais maintenant plusieurs illustrateurs, donc il y a vraiment une petite équipe qui commence à se constituer autour d'Explora. Donc c'est cool. Je suis super contente. Il y a eu vraiment un bel enthousiasme, c'est vrai, quand tu as partagé ce projet sur Instagram. C'est vrai que c'était chouette à voir. Les gens étaient vraiment très très encourageants et c'est vraiment super chouette que des gens se soient tout de suite dit tiens, je vais lui envoyer mon manuscrit. C'est vraiment très cool, quoi. Franchement, ouais. Bravo, c'est un sacré projet. Moi je sais que j'aime bien les gens qui entreprennent comme ça, qui osent se lancer, qui osent aller au bout des choses. Enfin voilà, moi je suis très très admirative de ce genre de personnes, donc bravo. Là-bas, j'étais plutôt partie pour faire une carrière en finance, entre guillemets, plutôt que de me mettre tout à coup à l'écriture ou à l'édition. Mais donc c'est vraiment passer d'une passion, quoi, qui s'est peu à peu transformée en quelque chose de vital et surtout qui s'est professionnalisé, et je me suis dit non, c'est évident, c'est ça que je veux faire, et j'ai tout plaqué, le job à Londres, tous les avantages financiers et autres. Et je suis arrivée en France et hop, je commence à zéro, avec quand même des économies et tout bien sûr. Je reprends tout à zéro, je me lance à l'aventure, à l'aveugle, croise les doigts. On croise les doigts pour toi aussi. Mais bon, voilà, moi après je crois pas trop à la chance. La chance, je pense, c'est un facteur important, mais c'est le travail surtout, la persévérance. Exactement. J'ai foi dans ce que je fais, j'ai foi dans mon travail, dans les auteurs et tout que je choisis et que je publie, tout ça. Et du coup, je sais que ça va marcher. Après, il y a marcher, chacun a sa définition. Il y en a pour qui c'est vivre avec 1 500 € par mois, il y en a pour qui c'est avoir 3 000, 5 000, 10 000 euros. Moi, déjà, j'espère au moins en vivre correctement. Et après, tout ce qu'il y aura au-dessus, ce sera du bonus. Si ça marche du feu de Dieu, tant mieux. Et si je ne rattrape jamais mon salaire que j'avais en finance, tant pis. Au moins, je serai passionnée. Parce que je fais, je serais ravie, je serais heureuse. Et c'est le plus important. Tant mieux. Et je suis assez d'accord avec toi. Tu donnes l'image de quelqu'un. Je dis tu donnes l'image, pas dans le sens tu fais semblant, mais je ne te connais que par les réseaux, donc forcément c'est l'image que j'ai toi de quelqu'un de travailleur, de consciencieux et qui ne fait pas les choses au hasard en fait. Je suis aussi d'accord avec toi qu'il ne faut pas non plus dire que la chance ça n'existe pas, parce qu'il y a des fois des opportunités, des rencontres, etc. Mais il faut savoir saisir justement toutes ces choses-là et en faire quelque chose. Donc je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Ok, en tout cas moi je te souhaite vraiment toute la réussite possible, que ce soit pour tes romans, l'édition, etc. Tous ces projets, c'est super chouette. Alors la campagne Ulule, en fait, j'en ai fait une première il y a un peu plus d'1 an pour l'Académie du Disque d'Argent. Et à ce moment-là, je commençais à peine sur les réseaux sociaux. J'avais pas de compte Instagram si tu veux avant de me lancer en auto-édition. Donc j'avais une toute petite communauté, voire inexistante en fait à part mes proches. Je l'ai lancé, je tâtonnais complètement, mais ça a été quand même une bonne expérience et les retours étaient quand même vachement positifs, vachement enthousiasmants. Parce que j'ai fait à peu près 74 préventes. Et encore une fois, j'avais pas de communauté à l'époque, donc franchement c'était chouette. C'est sûr que sur les 74, il y a une grosse partie c'était des proches ou du bouche à oreille. Donc j'ai commencé cette première campagne, ça c'était en novembre 2019. Donc après, les mois sont passés, l'année 2020, l'expérience de l'auto-édition, tout ça. Et j'hésitais en fait à retenter l'expérience pour Astranterre, parce que c'est quand même énormément de boulot. Finalement, j'ai eu l'exemple de Ronce d'Or, Lucille Chaponnet, tout ça, qui ont fait aussi de très belles campagnes Ulule, qui ont super bien marché. Et je me suis dit, allez, je vais quand même retenter pour Astranterre, c'est sympa. Et puis maintenant, je sais un peu comment ça fonctionne et tout. Donc là, ça a plutôt bien marché aussi. J'ai fait 106 préventes, donc j'étais contente et tout. Alors maintenant, les avantages et les inconvénients. Les avantages, je pense que c'est une très belle communication. Ça permet de faire des belles choses avec le livre, de faire des goodies, de fédérer les lecteurs. Les gens sont friands en règle générale de tout ce qui est goodies, petits objets, marque-pages, stickers, cartes personnages, cartes du royaume quand on fait un roman de fantasy, tout ça. Donc ça a super bien marché. J'ai aussi proposé un tote bag, donc ça c'est cool. Et puis ça permet aussi, dans les avantages, de toucher un autre lectorat que Instagram, Facebook et ses proches quand on n'est pas très connu. C'est quand même sympa parce que sur Ulule, il y a beaucoup de collectionneurs ou des gens en fait qui cherchent des petits projets qui sortent un peu d'habitude
et du coup qui ont envie de donner une chance aux auteurs qui ne sont pas, qui sont pas très connus. Donc ça permet de toucher un autre lectorat, de s'ouvrir un petit peu en dehors de Instagram, Amazon, tout ça. Donc ça c'est quand même sympa. Et puis surtout, un autre avantage, c'est assez lucratif quand même. Alors il faut bien fixer ses prix, il faut bien faire son cahier des charges, ne pas non plus proposer des prix trop bas parce qu'il y a beaucoup de surprises. Déjà il y a la commission Ulule, qui est de 8% je crois sur la totalité des gains. Ça il faut absolument le calculer parce que sinon on n'est pas rentable. Et puis il y a toujours des imprévus, la poste, un truc qui va être plus cher que prévu, qu'il faut quand même compter un peu plus large et pas être trop ric-rac quoi dans ses comptes. Mais bon, si on calcule bien, moi dans mes 2 campagnes j'ai été tout à fait rentable. Effectivement ça peut permettre, en tout cas à court terme, de gagner plus d'argent qu'en lançant son roman uniquement sur Amazon. Néanmoins, le problème, c'est que moi je l'ai vraiment vu avec Astranter. Comme la plupart des gens qui voulaient l'acheter sont allés sur Ulule, et la sortie sur Amazon, elle était un peu ratée. On va pas se mentir. Du coup, c'est vrai que ça n'a pas décollé autant que je l'espérais sur Amazon, parce que une grosse partie des bookstagrammeurs qui voulaient l'acheter, ils sont allés sur Ulule quoi. C'est normal. Et pareil pour mes proches. Bon, évidemment, j'ai eu quelques ventes, mais c'était pas génial quoi. Ça aurait pu être beaucoup mieux si j'avais tout fait directement sur Amazon. Donc du coup, on commence sur Amazon. Alors sauf si vous avez déjà 30 000 lecteurs, une communauté hyper active. On commence sur Amazon avec un petit désavantage parce qu'on fait beaucoup moins de ventes. Donc du coup, on monte pas trop dans les classements. Et pour rattraper le retard, c'est pas forcément évident. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Le deuxième problème, c'est pas un problème bien sûr, mais c'est hyper chronophage. La campagne Ulule, c'est hyper sympa, c'est génial, c'est une très belle expérience. Je recommande de le faire au moins une fois quand même pour un roman quand on est auteur. Je pense que c'est bien de le faire au moins une fois. Mais c'est tellement de boulot, mais vraiment des heures, je pourrais pas te dire combien exactement, mais des heures et des heures de gestion, de création de goodies, d'envoi des colis, de dédicaces, de trucs de machin, qui fait que finalement tout le surplus que tu vas gagner avec ta campagne Ulule, finalement quand tu le ramènes au taux horaire de tout ce que tu as passé dessus, est-ce que tu as beaucoup plus gagné? Je sais pas, parce que tu te dis toutes ces heures, je sais pas moi, c'est 50 heures ou plus, je ne sais pas, ou moins peut-être, mais ça dépend. Passer dessus, j'aurais pu les passer à écrire et peut-être que j'aurais vachement avancé sur un autre roman ou peut-être que j'aurais fait autre chose. Si on se débrouille bien et tout, ça peut être une belle com, c'est sympa, c'est lucratif. Mais attention au lancement sur Amazon et attention au temps qu'on va prendre dessus. Et d'ailleurs, dernier point, c'est pas mal aussi pour le référencement sur Google. Parce que quand on tape le nom de ton livre, si tu veux, en général, on va te voir sur Amazon. Alors si t'as plein de chances, que t'as beaucoup de chroniques littéraires, on va voir sur Babelio, Livre Addict, ce genre de choses. Mais en général, il n'y a pas non plus tant de liens que ça quand on est auteur et que nos livres sont principalement vendus sur Amazon. Alors qu'avec Ulule, on a quand même un lien en plus, c'est très bien référencé dans Google, Ulule. Et puis si tu veux, c'est une belle page, une belle promotion. C'est quand même assez positif, je trouve. C'est un bel outil marketing. L'expérience Ulule, ça m'a donné à réfléchir. Et là, pour 2021, avec ma maison d'édition, avec Explora, je pense que je vais faire un Ulule par an, en fait, à l'automne, juste avant les fêtes, où je vais proposer plusieurs sagas de la maison d'édition, avec des goodies, etc. Parce que je pense que c'est quand même une très belle campagne de communication, que ça fait plaisir aux lecteurs, etc. Oui. Par contre, je ne le proposerai plus pour mes propres romans, pour la sortie de mes propres romans et même des romans d'autres auteurs d'Explora, parce que je pense que c'est pas assez rentable à chaque sortie et que c'est bien de le faire une fois par an avec un pack, des sagas complètes, des goodies et tout, avant Noël quoi. Donc une fois par an c'est bien, à chaque sortie, surtout si on en fait tous les mois, c'est juste ingérable. Petite question que je pose à tous les auteurs, est-ce que tu as une petite anecdote amusante, instructive, qui pourrait servir aux auteurs, aux lecteurs, peu importe, en lien avec l'écriture? Alors, une anecdote, oui. Après, est-ce que ça va servir aux auteurs? Je ne sais pas. Mais ce que je peux te dire, c'est que avant le confinement, donc avant l'année dernière, j'écrivais, j'ai un iPad avec un clavier et tout ça, et j'écrivais beaucoup pendant mes pauses déj. D'accord. Pourquoi? Parce que j'ai repris l'écriture, comme je t'ai dit, quand j'avais 25 ans, quand j'étais au Japon, à Tokyo. Et si tu veux, c'est pas la même culture au Japon et à Londres qu'en France, où c'est très copain-copain, dans les bureaux, on va souvent déjeuner ensemble, les gens viennent amis, etc. Voilà. J'avais beaucoup de temps libre pour moi et donc au Japon, très souvent, j'écrivais dans un parc
qui faisait très très beau, qui était juste devant la tour de mon bureau, et il y avait des tables de pique-nique, et donc le midi souvent j'allais dans ce parc. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire l'Académie du disque d'argent. D'accord. Entre-temps, j'ai déménagé, j'avais pas encore fini l'académie, donc j'ai déménagé de Tokyo à Londres, et à Londres, j'ai continué cette tradition qui même s'est amplifiée parce que les Anglais, ils mangent jamais ensemble, ils vont jamais au resto, ils mangent toujours sur le pouce, ou alors ils prennent une bière le midi, enfin bref, voilà, on n'était pas sur la même longueur d'onde, donc du coup, moi je prenais souvent mon iPad le midi et j'allais dans un café et j'écrivais en mangeant un sandwich, voilà. Et comme j'étais vachement occupée tout le reste de la journée, que j'avais pas mal de temps de transport, que le soir j'étais souvent fatiguée, donc finalement j'écrivais assez peu le soir, voire très rarement en semaine, et un peu quand même le week-end, mais une grosse partie de mon boulot, en fait, j'arrivais à écrire assez vite, en 1 heure à peu près, tous les midis, quoi. Je carburais, tu vois. C'était mon heure où j'étais dans un café à la City, et à fond j'écrivais. Et donc l'anecdote, c'est qu'avant le confinement, j'avais un peu du mal à écrire de chez moi. Et j'arrivais à écrire de n'importe où, tu vois, un café, l'avion, le train, voilà. Mais en fait, quand j'étais chez moi, je sais pas, je regardais mon portable, je regardais ci, je regardais ça, j'avais envie de lire, j'arrivais pas forcément à bien me concentrer pour écrire. Et depuis le confinement, forcément, j'étais obligée d'écrire de chez moi. Je me suis créé un petit cocon. Bon, là maintenant, je suis à Nice, j'ai carrément mon bureau avec, assez lumineux et tout. Si je pouvais en tirer une leçon à donner aux auteurs, je dirais, c'est d'essayer de vraiment se créer un petit cocon chez soi où on est bien, pour avoir envie en fait d'écrire et de continuer à écrire, parce que moi au tout début j'avais pas de vrai coin à moi, du coup je pense que c'est aussi pour ça que j'écrivais pas tellement de chez moi, ou que ça durait jamais très longtemps mes séances d'écriture. Maintenant j'écris, c'est le contraire en fait, je n'écris plus dans des cafés où, voilà, j'écris peu de chez moi quasiment. Donc je pense que la leçon à tirer, c'est prenez du temps pour être bien, vous créez votre petit cocon. Si vous avez besoin de votre tasse de thé, de la photo, de je sais pas qui, de votre petite musique, faites-le, parce que après vous serez beaucoup plus productif. Et en fait, depuis le confinement, quand j'ai commencé à écrire de chez moi, j'ai vachement accéléré l'écriture d'Astranter. Et j'ai fini en 2 mois, alors que j'avais traîné pendant des mois avant pour la première partie, aussi parce que je n'avais pas beaucoup de temps et que voilà. Ah, c'est rigolo. Moi j'écris partout aussi, c'est avec mon travail, je pars en tournée, etc. Donc j'écris dans le train, j'écris dans les théâtres, j'écris dans les salles de concert, vu qu'en plus j'écris à la main, c'est trop bien. Donc j'ai toujours mon carnet, mon stylo dans mon sac. J'aurais dû faire la liste de tous les théâtres dans lesquels j'ai écrit. Pour mes romans, ça aurait été amusant. Je pourrais presque retrouver, en fait, il suffit que je regarde où j'ai bossé, quoi. Mais du coup, moi, j'écris aussi un peu partout. Et quand j'écris chez moi, j'écris beaucoup dans ma cuisine, en fait. C'est là où j'aime bien être, même si jamais, forcément, tu t'interromps parfois pour manger, pour ceci, pour cela, mais c'est vrai que moi j'ai cette capacité d'écrire partout, et c'est vrai qu'il y a des auteurs qui me disent mais comment tu fais pour écrire partout? Moi j'y arrive, mais effectivement je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Il faut pas essayer parce que quelqu'un arrive à écrire comme toi dans un parc ou dans un café, etc. C'est pas forcément le cas de tout le monde en fait, on a tous nos habitudes qui diffèrent d'une personne à l'autre, et tant mieux, si on était tous sur le même modèle, ce serait pas très marrant, quoi. Ok, du coup, dernière question, on va parler de tes projets à court, moyen, long terme. Donc, tu nous as parlé un petit peu de ce que tu voulais faire pour le petit romancier pour l'année 2021. Mais quels sont tes projets du coup pour la maison d'édition? Quels sont tes objectifs? Est-ce que tu as un rythme que tu voudrais instaurer? Au niveau de l'écriture également, quels sont tes projets qui vont arriver, donc que ce soit dans les mois à venir ou dans 5 ans, dans 10 ans, peu importe. Parle-nous un petit peu de tous tes objectifs. Du coup, là, ça a été ma première semaine à temps plein sur ma maison d'édition, puisque mon contrat s'est arrêté il y a quelques jours. Donc voilà. D'accord. J'ai pu un peu tester ma routine. Donc en quelques mots, le matin, je vais principalement écrire. Évidemment, s'il y a une tâche urgente pour la maison d'édition ou autre chose, je travaillerai dessus, mais j'ai décidé que le matin, c'était surtout un temps d'écriture. Et l'après-midi, ça va vraiment être un temps de gestion de la maison d'édition, d'accompagnement des auteurs, de communication, préparation et publication, contact avec les freelances, etc. etc. Donc ça, voilà, ça c'est un peu pour ma routine personnelle de travail. Ensuite, mes objectifs. Bon, je les ai déjà donnés tout à l'heure pour le petit romancier, donc je vais plutôt me concentrer sur Explora. Pour Explora, mes objectifs, c'est qu'on ait au moins une dizaine de titres publiés cette année. En fait, je vais revenir sur mon au moins. Ce sera plutôt environ une dizaine de titres. D'accord. Parce que justement, je ne veux pas faire de l'abattage
en me forçant à publier tout le temps, tous les mois absolument un titre. Soit si je ne suis pas prête, que j'ai pas encore eu le temps de lire tous les manuscrits que j'ai reçus, ou que y a un auteur qui est en train de retravailler son manuscrit, etc., et que c'est pas encore prêt, bah c'est pas grave, hein, on attend le mois d'après. L'idée, c'est évidemment qu'il y ait à peu près une dizaine de publications dans l'année, mais sans pression, parce que je privilégie la qualité à la quantité. Si on en fait un peu moins, si on en publie 8 en 2021, bah c'est très bien. Si le rythme s'accélère, que ça se passe bien, qu'il y a beaucoup de nouveaux manuscrits qui arrivent, et que ce sont des coups de cœur, et qu'on arrive à 12, pourquoi pas. Mais je ne pense pas qu'il y aura raisonnablement plus de 12 publications, en tout cas en 2021, parce que ça fait une publication par mois, et que de toute façon, même si je suis aidée par des freelances, pour l'instant, je suis quand même toute seule, principalement. Donc c'est pas jouable si je veux faire les choses correctement et faire des vrais lancements pro avec une vraie com et tout, c'est pas jouable de faire plus de 12 publications. Donc là, je pars plutôt sur, on va dire, une moyenne de 10, à revoir légèrement à la baisse ou à la hausse, sachant qu'en plus, ça comprend aussi mes propres romans, parce que je veux donner la même chance à tout le monde de passer du temps sur leur lancement. Moi, au niveau de mes romans, alors après, on va voir, l'avenir nous le dira, mais je suis pas encore comme Jupiter Phaéton ou Adé Martel qui écrivent en un mois et qui arrivent à faire des publications tout le temps. Je vais évidemment accélérer mon rythme d'écriture par rapport à l'année dernière, puisque jusque-là, l'Académie à Astranter, je mettais à peu près 9 mois d'écriture pour chaque roman. Donc écriture, sans compter ensuite correction et réécriture qu'il peut y avoir derrière, plus le lancement pour la publication. Mais l'écriture brute, ça me prenait à peu près 9 mois. Après, évidemment, c'était pas mon activité à temps plein, et puis j'étais encore un peu débutante, puisque c'était le début. Là, maintenant, j'ai un peu plus de bouteilles, c'est mon activité à temps plein, donc je ne vais pas mettre 9 mois, je me donne plutôt 2-3 mois max par roman. Si ça prend moins, c'est bien. Si ça prend un peu plus, tant pis, s'il faut que ça prenne un peu plus. Donc moi, je prévois peut-être environ, ça pourrait être un peu plus si je suis très productive, je prévois d'en publier à peu près 3 à titre personnel, de mes romans à moi, et au moins 5, 6, voire plus d'autres auteurs. Comme tu l'as vu, il y a La couleur des nébuleuses de Amandine Peter, qui est en précommande actuellement sur Amazon et sur le site d'Explora, qui sort le 21 janvier prochain. Ça, je suis super contente. C'était un gros coup de cœur quand je l'ai lu en novembre avec l'abonnement Kindle, et on discutait un peu toutes les deux, et je savais pas du tout qu'elle cherchait un éditeur. Je pensais qu'elle voulait rester en auto-édition, et puis en fait, avec son expérience et tout, on discutait. Elle m'a dit qu'elle était intéressée par l'édition traditionnelle. De fil en aiguille, je lui ai proposé, et donc ça, c'est super cool. Et elle a son tome 2 qui va sortir en mars. Donc déjà, là, ça fait 2 romans. A priori, en février, il n'y a pas de publication pour l'instant. Il n'y en aura pas des miens. Et là, même si tout à coup, je lis un manuscrit d'auteur et que c'est une vraie pépite, on va pas en 3 semaines... à moins que ce soit un auto-édité, que tout soit déjà nickel, clean, et a priori, il n'y aura pas de sortie en février. En plus, c'est vrai que février, c'est pas nécessairement le meilleur mois pour les sorties. Moi, j'aime bien janvier, mars, février, c'est souvent le mois un peu creux. Normalement, avril, si tout se passe bien, fin avril ou début mai, donc il y aura le tome 2 de l'Académie du disque d'argent, que là, je vais tout juste commencer à écrire. D'accord. J'avais vraiment pas le temps avant avec le lancement d'Astranter, la maison d'édition, mon déménagement, tout quoi. Et là, ça y est, j'ai vraiment remis au propre mon plan, tout ça. Et là, je commence tout juste l'écriture du tome 2. Donc, chouette. J'essaye de viser une date de publication dans 3 mois. On verra, peut-être un peu moins, un peu plus en fonction du temps. Après, il y aura bien sûr le tome 2 d'Astranter, que je vise aussi pour de pouvoir le publier pour cet été. Donc peut-être juin, juillet. Et en fait, après, en termes de projet d'écriture personnelle, j'ai plusieurs idées en fait. Soit du space opéra, soit plutôt une saga de fantastique. C'est à l'état d'idée dans ma tête, c'est pas encore très précis, donc on verra vers quoi je me tournerai à ce moment-là. D'accord. Astranter et l'Académie du disque d'argent, c'est des duologies, il y aura 2 tomes pour chacun ? Alors, duologie sûre, après, je n'exclus pas. Ça dépendra en fait du développement de mon tome 2. Je n'exclus pas éventuellement un 3e tome. Si j'arrive à dire tout ce que je veux dans le tome 2, je vais pas faire un 3e tome pour faire un 3e tome. Je m'arrêterai à la fin du 2e tome et puis on passera à une autre saga. Mais j'ai éventuellement quelques idées. Si ça se développe beaucoup dans le tome 2, je ferai peut-être un 3e tome. D'accord. Donc j'attends de voir. Ce sera un peu la surprise. Ok, écoute, on suivra ça. Moi, je sais que j'ai pas encore lu Astranter, mais c'est vrai que l'Académie du disque d'argent, j'ai hâte d'avoir la suite. Voilà. Je le dis comme ça. Sans te mettre la pression, du tout. Mais j'ai hâte d'avoir la suite.
Ouais. Ok, bah c'est des très beaux projets, ça fait du boulot. Hein, donc je pense qu'on peut te souhaiter bon courage, hein, merci, pour réussir à faire tout ce que tu veux faire. Mais bon, comme je le disais tout à l'heure, tu as l'air d'être quelqu'un d'organisé, de travailleur et de consciencieux, donc il n'y a pas de raison que tout ça ne fonctionne pas. Voilà. Ben, merci beaucoup Noémie. Merci à toi surtout de m'avoir proposé de faire interview sur la chaîne et tout, et c'était hyper sympa de discuter ensemble. Bah écoute, moi je sais que c'était l'une des idées de base quand j'ai lancé cette chaîne YouTube, c'est de faire des interviews d'auteurs, donc principalement auto-édités. Je voulais mettre en avant déjà des auteurs dont j'avais lu les romans et que j'ai aimé forcément, mais aussi des auteurs qui m'inspirent ça peut être pour plein de raisons en fait, hein. Je le répète tout le temps, on n'est pas obligé d'être inspiré seulement par quelqu'un qui a 150 000 abonnés sur Instagram ou qui a vendu des millions de livres. On peut être totalement inspiré par un illustre inconnu qui a 50 abonnés sur ses réseaux sociaux, qui a vendu 3 livres. Moi, je sais que j'ai vraiment cette façon de fonctionner, et donc voilà, j'essaye de mettre en avant des auteurs qui ont des choses à apprendre aux autres, à moi, et qui peuvent potentiellement inspirer les gens qui vont regarder les interviews. Donc voilà, je suis contente aussi de t'avoir eu sur la chaîne, et de toute façon je mets absolument tous tes liens, que ce soit pour le petit romancier, pour Explora, pour tes romans, ta page Instagram, etc. Je mets tout dans la description. Du coup, si jamais vous avez aimé ce que vous avez entendu dans cette interview, vous savez où tout retrouver. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup encore de t'être prêté au jeu de l'interview. On a appris plein de choses. Et puis bah voilà, je te souhaite vraiment bon courage et toute la réussite possible. Merci beaucoup. La vidéo s'arrête là pour aujourd'hui, et on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos. Bye bye.